Vous êtes bien sur la chaîne Nourrir, Manger et je suis Bruno Parmentier. Dans cette vidéo, nous allons nous poser une question un peu angoissante. Après la crise du Covid et la crise économique qui s'ensuit, la prochaine crise serait-elle alimentaire? Doit-on redouter une augmentation dramatique de la faim dans le monde? La crise du coronavirus a contribué à ralentir très fortement l'activité et à créer une crise économique que personne n'avait vu venir. C'est un peu humiliant pour les gens qui essayent de prévoir l'avenir. Alors du coup, c'est aussi une exigence intellectuelle. Qu'est-ce qui pourrait bien venir derrière? À mon sens, la suite, ça pourrait être une augmentation forte de la crise alimentaire sur la planète. Avec le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources et la désorganisation sociale, il n'est pas exclu que nous ayons plus de mal que prévu à nourrir les 10 milliards de terriens qui s'annoncent maintenant sur Terre. Alors, les Français n'ont pas lieu d'être inquiets. Il y aura beaucoup d'endroits dans le monde où on aura faim avant d'avoir faim à Paris. Néanmoins, ça mérite d'analyse froide et nous allons regarder cette question sous 3 aspects complémentaires. Le premier aspect, c'est l'aspect de production agricole. Est-ce qu'on va arriver à produire suffisamment sur cette planète pour nourrir correctement tous les humains? Alors, d'un côté, soyons quand même rassurés. On mange beaucoup mieux sur la planète Terre en 2021 qu'on ne mangeait en 1960 ou en 1900, 1850, ou bien avant. Les nouvelles techniques qui ont été mises en œuvre dans l'agriculture à partir des années 50-60, les techniques d'agriculture intensive, ont permis d'augmenter la production agricole beaucoup plus rapidement que la population. Parce que la population, elle a augmenté, hein. Alors, en 1960, on était autour de 3 milliards. En 2021, on est 7 milliards et demi, un peu plus. Autrement dit, la population a été multipliée par 2,5. Alors, on mangeait pas très bien sur Terre dans beaucoup d'endroits en 1950-1960, donc on se dit, est-ce que les paysans ont réussi à augmenter au moins de 2,5? Ils ont fait beaucoup mieux. Ils ont fait beaucoup plus. Pour les céréales, ça a été 3,5 de plus. Donc, quand on augmente la population de 2,5, mais la production des nourritures essentielles, que sont notamment le riz et le blé, par 3,5, il y a plus de chances de manger du pain et il y a plus de chances d'avoir un bol de riz en 2021 qu'en 1960. Alors, pour l'autre grande céréale, le maïs, ça a été très spectaculaire parce que c'était surtout en Amérique, et puis l'Asie et l'Europe s'y sont mis. Donc ça a été 5,5. Bon, mais même pour les légumes, les légumes, tout le monde avait son jardin potager, ça a quand même été une augmentation de 4,5. Il y a plus de maïs, plus de légumes, plus de riz qu'avant, par tête de pipe. Regardons par exemple un grand pays comme la Chine. En 1960, la Chine, c'était pas terrible. Il y avait des famines, pourtant, ils n'étaient pas encore très nombreux, ils étaient que 700 millions. Aujourd'hui, ils sont 1,3 million, 1,4 million. La population a doublé. Ils avaient des réserves, ils se sont mis à faire de l'agriculture, et ça a été beaucoup mieux. L'augmentation de la production agricole en Chine a été beaucoup plus forte que l'augmentation de la population. Donc il y a nettement plus de chances de bien manger en Chine aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans. Alors en France, c'est à peu près pareil. En France, on n'a pas beaucoup augmenté la population, seulement 1,4. On était déjà dans la lassitude, on faisait plus beaucoup d'enfants. On avait des réserves. On a plus que triplé la production de blé. On a multiplié par 5 la production de maïs. Et on a plus que triplé même la production de poulet. Pourtant, la poule au pot, c'était notre spécialité. Autrement dit, quand on regarde en arrière, on se dit, les agriculteurs ont assuré. Ils ont augmenté la production agricole beaucoup plus que la population.
Alors d'un côté, on pourrait être optimiste, on dit bah il y a plus que, allez, 30% de population de plus. On va passer de 7 milliards 6 à 9, 7, 9, 8, peut-être 10. Et puis ensuite, probablement, ça va retomber. Bon, c'est pas énorme, un tiers de plus. C'est beaucoup moins que ce qu'on a fait avant. Bon, mais en même temps, on peut être moyennement pessimiste. Parce que les endroits où on a beaucoup augmenté la productivité, ben ça va être beaucoup plus difficile de continuer. Les endroits où on l'a pas encore fait, on peut se demander pourquoi on l'a pas encore fait. Est-ce que ces mêmes causes vont produire les mêmes effets? Et puis surtout, les effets délétères du réchauffement climatique vont être considérables. Considérables. Alors, j'ai fait des vidéos là-dessus auxquelles je vous propose de vous référer, en particulier dans les pays tropicaux, qui ont absolument besoin d'augmenter fortement leur production agricole. Ça va être très difficile, parce qu'ils vont subir de plein frais les effets du réchauffement climatique, les maladies, les épidémies, les cyclones, les sécheresses, les inondations, etc. Donc, ça n'est pas évident. Mais ça n'est pas évident pour une deuxième raison, c'est que cette agriculture, allez, tout chimie, tout pétrole, cette agriculture très moderne, elle arrive au bout de ce qu'elle peut faire. Si on regarde à peu près en France, l'augmentation de la productivité, c'est des années 60 aux années 90. Ah ben là, ça a marché, hein. On a triplé la production agricole. Ben, par exemple, le blé, qui est essentiel, on est passé de 25 quintaux à 70 quintaux à l'hectare. Alors, on parle en quintaux à l'ancienne parce que ça fait plus riche. Mais enfin, parlons en tonnes, on est passé de 2 tonnes et demie à 7 tonnes. Ah ben, c'était très bien. Sauf que ça s'est arrêté dans les années 90. Depuis 30 ans, la productivité agricole de la France n'augmente plus. On est toujours à 70 quintaux avec des variations et de plus en plus de variations à la baisse, justement parce que on commence à subir les effets du réchauffement climatique. Les années où il fait trop sec, on produit moins. Les années où il y a des inondations, on produit moins, etc. Alors, notons que ça n'est pas la bio qui va nous sauver. Ah ben, la production de blé bio, elle est aussi extrêmement stable à 2 fois moins de productivité. Ça fait 20 ans qu'elle est toujours autour de 30 quintaux hectares. Donc en fait, on s'aperçoit que cette agriculture dite moderne, elle a réussi à augmenter très fortement la production agricole et puis au bout d'un moment, elle stagne parce que ses inconvénients ont rattrapé les avantages. Alors, j'ai aussi fait une vidéo spécialisée là-dessus à laquelle vous pouvez vous référer. Donc, il y a lieu d'être inquiet. On n'est pas du tout sûr de pouvoir encore augmenter fortement la production agricole mondiale. Alors, de combien faut augmenter? Faut augmenter d'environ 70%. 70%. OK. Alors, on l'a vu, un tiers à cause de la population. Ça, c'est absolument mathématique, hein. Si on passe de 7 milliards 5 à 10 milliards, c'est un tiers de plus. Il faut produire plus, notamment dans les pays qui vont augmenter beaucoup leur population, et en particulier l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a plus de gens, mais il y a aussi plus de classes moyennes. Or, les classes moyennes, quand elles ont manqué, la première chose qu'elles font, c'est manger des produits animaux. On se met à la viande, on se met au laitage, et on se met aux œufs. Alors, suivant les cultures, c'est plus ou moins, bon, par exemple, en Inde, c'est plutôt du lait et pas beaucoup de viande. En Chine, c'est plutôt de la viande et pas beaucoup de lait. Et puis, il y a des pays où c'est tout, viande, lait, œufs, poisson, la totale. Mais ces animaux, ils mangent comme nous. Surtout que c'est des animaux à sang chaud. Une partie de ce qu'ils mangent, c'est pour se chauffer, puis une partie, c'est pour faire des os, des plumes, voilà, des boyaux, tout ça, ça sert à rien. Donc, en fait, le produit animal, c'est un concentré de produit végétal. Et plus il y a de gens qui vont manger de la viande et boire du lait, plus il va falloir concentrer des végétaux. Donc, il faut augmenter de 30% la production agricole mondiale à cause de la population, mais il faut de nouveau l'augmenter d'environ 30% parce qu'il va y avoir des centaines de millions de personnes qui vont se mettre à manger de la viande et boire du lait. À condition aussi que ceux qui en mangent trop
Bah, par exemple, les Français, les Européens de l'Ouest et les Américains deviennent plus raisonnables. Qu'on baisse, nous, fortement notre consommation de viande et de lait. Mais je ne vois pas au nom de quoi on peut refuser aux Africains la poule au pot le dimanche. Donc, ils vont se mettre à manger du poulet, eux aussi. Et puis, il y a une troisième cause, c'est qu'on gâche beaucoup. On gâche malheureusement beaucoup. On gâche à peu près le tiers de la production agricole mondiale. Et dans ce gâchis, allez, on a une vidéo spécialisée là-dessus, mais les riches gâchent quand même plus que les pauvres. D'accord, les pauvres, ils n'ont pas de quoi stocker la nourriture, donc elle pourrit, mais les riches, qu'est-ce que nous gâchons? Et comme le nombre de riches va augmenter, même si on gâche moins, même si on fait attention, à l'échelle mondiale, il y aura probablement plus de gâchis. Alors, allez, un tiers pour la population, un tiers à cause de la viande et du lait, 10% à cause de l'augmentation du gâchis. Il faut augmenter de 70% la production agricole mondiale. C'est pas du tout évident qu'on y arrive. Et si on n'y arrive pas, ben, il y a des endroits où on aura faim. Parce qu'il faudra à la fois produire malgré le réchauffement climatique, produire sans réchauffer la planète, et en même temps, on va demander aux agriculteurs, si possible, de refroidir la planète. Alors, c'est possible, hein? Elle fait aussi une vidéo là-dessus, l'agriculture solution au réchauffement climatique, mais c'est pas gagné, c'est pas évident, c'est pas du tout sûr qu'on y arrive. Alors, la deuxième question à se poser, c'est dans quel pays on aura trop de nourriture, dans quel pays ce sera ric-rac, et surtout, dans quel pays il n'y en aura pas assez. Alors, les pays autosuffisants sont ceux qui produisent autant de nourriture que ce qu'ils mangent. Il n'y en a pas tant que ça. Ils sont pas très nombreux. Alors, il y a ceux qui mangent tout ce qu'ils produisent, puis il y a ceux qui produisent un certain nombre de produits qu'ils vendent pour pouvoir en racheter d'autres. Alors, curieusement, par exemple, reparlons de la Chine. La Chine est un pays presque autosuffisant en nourriture. Non seulement ils mangent beaucoup mieux, mais en fait, ils mangent fondamentalement ce qu'ils produisent. Faut se rendre compte maintenant que la Chine, c'est de très loin le plus grand producteur agricole au monde. Alors, ça se voit pas au Havre, parce que ils exportent peu et ils importent peu. Mais c'est des quantités astronomiques ce qu'ils mangent. La Chine, c'est le premier producteur pratiquement de tout. Premier producteur de blé, premier producteur de riz. Bon, ils sont qu'au deuxième en maïs. Les États-Unis, ils continuent à les dépasser en maïs. Mais ils sont premiers en viande. Ils sont premiers en œufs. Ils sont premiers en fruits. Ils sont premiers en légumes. Il y a qu'en lait qui touchent pas leur bille parce que c'est pas leur truc, hein, le lait. Bon. Et donc, il faut se rendre compte de cet événement géopolitique majeur. Si un jour, il y a une tension internationale et que toutes les frontières se ferment, on mangera en Chine. Alors bon, ils changeront un peu leur manière, ils mangeront moins de viande parce qu'ils auront plus de soja qui arrivera d'Amérique latine, mais enfin, on mangera en Chine. C'est pareil qu'en France, évidemment qu'on mangera en France si les frontières se ferment. Bon, fermons la parenthèse. En Inde, c'est moins bon. L'Inde est aussi un très grand pays agricole, mais l'Inde a moins de terres que la Chine, et l'Inde surtout continue à augmenter sa population. La Chine arrive à peu près à se nourrir à 1,3 milliard, ils vont rester à 1,3 milliard, ils vont même probablement un peu baisser. L'Inde est en train de dépasser en termes de population la Chine, ils sont aussi à 1,3 milliard, 1,4 milliard, ça va finir à 1,7 milliard, ils vont rajouter 400 millions de personnes de plus. Et ils ont très peu de terre et très peu d'eau. Donc, c'est évident que l'Inde va devenir structurellement probablement importatrice de nourriture. On ne pourra plus tellement la classer parmi les pays autosuffisants. Alors, on peut évoquer aussi le cas du Maroc, par exemple. La balance commerciale alimentaire du Maroc est équilibrée. Voilà un pays qui a bien compris qu'il est relativement proche d'un centre de commercialisation important qui est l'Europe. Il vend à l'Europe autant de fruits et légumes de contre-saison qu'il n'achète de grains, de céréales. Donc la situation du Maroc est nettement meilleure, par exemple, que la situation de l'Algérie qui est extrêmement déficitaire. Bon, ceci dit, on ne peut pas parler d'autosuffisance
Parce que on ne peut pas vivre que de tomates, de fruits et légumes. Le Maroc a besoin de pain, le Maroc a besoin de couscous et il l'importe massivement. Ça, ce sont les pays à peu près autosuffisants. Il n'y en a pas énormément. Il faut se rendre compte ensuite, les pays qui produisent sensiblement plus que ce qu'ils mangent, qui sont donc exportateurs, il y en a très peu dans le monde. On a quelques petites dizaines, 20, 25, 30, c'est tout. Bon, pour le blé, c'est la France, on l'a dit, l'Europe de l'Ouest, la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, États-Unis, Canada, et certaines années Australie. C'est tout. Pour le riz, ben, c'est l'Inde, le Pakistan, le Vietnam, la Thaïlande, et un peu les USA, c'est tout. Pour le maïs, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Ukraine, l'Uruguay, et c'est tout. Autrement dit, ces quelques pays tiennent la vie des autres entre leurs mains. S'ils veulent bien vendre, c'est bien. S'ils vendent très cher, ça commence à devenir difficile. Et s'ils arrêtent de vendre, les gens ont faim. Il y a cette inégalité fondamentale dans le monde qu'un tout petit nombre de pays nourrit une bonne partie de l'humanité. Le plus grand nombre de pays, c'est des pays qui n'arrivent pas à se nourrir complètement tout seuls. Ils sont extrêmement nombreux. On l'a vu par exemple en 2007. En 2007, je ne sais plus si vous vous souvenez, il y a vraiment une crise céréalière. Les stocks mondiaux étaient au plus bas. C'était une nouvelle mauvaise année. Il y a des pays exportateurs qui ont décidé d'arrêter. Il y a eu des émeutes de la faim dans 35 pays. C'est ce qui s'est passé aussi en 2010. On a de nouveau manqué de céréales et ça a été un facteur déclenchant extrêmement important des révolutions arabes. Puis la Tunisie, l'Égypte, etc. Ben oui, ces gens-là importent leur nourriture. Si le prix de la nourriture monte, ça motive pour être en colère. Et dans ce cas-là, il se passe des choses. Vous savez, c'est un grand classique. Quand on n'arrive pas à nourrir la population de la capitale, il se passe des choses. Souvenons-nous, qu'est-ce qui manquait place de la Bastille le 14 juillet 1789? Du pain. Finalement, la France, c'est pareil que l'Égypte, c'est pareil que la Tunisie. Quand il manque de pain dans la capitale, les hommes politiques ont du souci à se faire. Alors, tentons une classification de ces pays déficitaires. Il y a des pays déficitaires qui sont riches et qui ont trop de population par rapport à leur champ. Le Japon n'arrivera jamais à se nourrir tout seul. La Corée du Sud n'arrivera jamais à se nourrir tout seul. Mais plus près de nous, la Suisse n'arrivera pas à se nourrir tout seul. Mais même l'Angleterre, je suis pas sûr que tous ces Anglais qui ont voté pour le Brexit ont bien compris que les pays anglais ne sont pas capables de nourrir les Anglais. Les Anglais importent une bonne partie de leur nourriture. Mais enfin, allez, moi je suis pas trop inquiet pour la Suisse ou pour le Japon. Ils trouveront bien des dollars pour acheter de la nourriture. Alors, en revanche, regardons par exemple près de chez nous un pays comme l'Égypte. L'Égypte, c'est 100 millions de personnes. Alors, c'est un désert absolu, l'Égypte. C'est un désert absolu traversé par une rivière, c'est tout. Il n'y a que 4% des terres cultivables. L'Égypte est un désert. On ne peut pas nourrir 100 millions de personnes sur 4% des terres, même si on est très bon en agriculture. L'Égypte est, quoi qu'il arrive, un importateur massif de céréales, et en particulier de blé. Et l'Égypte continue à augmenter sa population, donc cette dépendance au commerce international va devenir de plus en plus forte et de plus en plus problématique parce que l'Égypte n'a pas beaucoup de ressources naturelles. C'est pareil dans un autre contexte avec le Bangladesh. Alors le Bangladesh, c'est plutôt un pays mouillé qu'un pays sec, mais c'est à peu près la même chose. La densité du Bangladesh, dans 20 ou 30 ans, sera probablement pratiquement la plus forte au monde, dans un pays de marécage qui est très souvent inondé. Donc le Bangladesh va forcément importer beaucoup de la nourriture. Bon, sous d'autres climats, c'est le Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays de collines, les terres ne sont pas extrêmement fertiles. Ils vont arriver à 1000 habitants au kilomètre carré en 2050. Le Rwanda aura du mal à se nourrir. En tous les cas, probablement, plus que ses voisins le Soudan, qui n'en sera qu'à 50 habitants au kilomètre carré, ou le Kenya, 167.
ben, le Rwanda, il en sera 1000. Donc il y a des pays qui structurellement n'ont plus assez de terres par rapport à leur population. Ceux-là donc doivent trouver le moyen de vendre des choses pour pouvoir acheter de la nourriture. Et de toute façon, en cas de crise internationale, ils sont quand même très menacés de famine. Alors, citons un autre groupe de pays. Les pays pétroliers ou les pays qui ont beaucoup de mines. C'est tellement plus facile de vendre du gaz et du pétrole que de se décarcasser à produire que on peut observer qu'il n'y a pas un seul grand pays minier ou pétrolier sur la planète qui ait une belle agriculture. Regardez l'Algérie. Depuis 1960, l'indépendance de l'Algérie, la France a multiplié par 3 sa production agricole. En Algérie, la production stagnait. Ah non, ils ont fait d'autres choses, ils ont triplé la population. Autrement dit, l'Algérie est beaucoup plus dépendante de la nourriture des autres aujourd'hui qu'en 1960. Alors maintenant, et avec la baisse du prix du pétrole et du gaz, ils commencent à être inquiets, ils commencent à réinvestir. Mais attendez, il faut 10, 20, 30 ans pour réinvestir dans une agriculture. La Russie, c'est à peu près la même chose. Donc d'accord, la Russie, c'est quand même le plus grand pays du monde en termes de surface. La population est relativement réduite. 130 millions, elle ne cesse de décroître parce qu'ils font pas d'enfants. C'est quand même stupéfiant que le plus grand pays du monde ne soit pas capable de nourrir sa population, somme toute assez limitée. C'est pas normal que la Russie n'arrive pas à produire ses pommes, son lait, son cochon. Allez, gageons que si la Russie n'était pas un grand pays producteur de gaz, il se serait débrouillé d'une manière ou d'une autre pour augmenter la productivité de leur agriculture. Et c'est d'autant plus important en Russie que c'est un des seuls pays du monde qui va bénéficier, lui, du réchauffement climatique. Et probablement, il va pouvoir mettre des centaines de milliers d'hectares supplémentaires en culture pour produire. Donc le monde a besoin d'une Russie qui soit efficace en termes d'agriculture. Il faut quand même espérer qu'on n'attende pas la fermeture du dernier gisement de gaz pour que la Russie se mette à faire de l'agriculture sérieusement. Bon, c'est la même chose avec la République démocratique du Congo. Si on garde une carte du monde, on peut observer que la République démocratique du Congo est à l'Afrique ce que le Brésil est à l'Amérique latine. Ça devrait être un très grand pays exportateur. Il devrait exporter du maïs, du soja, etc. Ben, évidemment que non. Et pourquoi non? Attendez, c'est le plus grand pays minier du monde. Alors eux, ils ont tout, le diamant, l'or, le cobalt, le tungstène, le cuivre et même du pétrole. Un gouvernement faible, des richesses naturelles pas possibles. Ben, toutes les grandes puissances du monde ont envie de mettre la main sur les richesses. Guerre civile ininterrompue. Guerre civile ininterrompue, ça veut dire pas d'agriculture. Or, la République démocratique du Congo, elle devrait nourrir une bonne partie de l'Afrique à elle toute seule. Mais il faudra probablement attendre la fermeture de la dernière mine de cuivre et de la dernière mine de diamant pour que la République démocratique du Congo fasse vraiment ce qu'elle a apporté à l'humanité, être un très grand producteur et exportateur de matières premières agricoles. Enfin, les exemples sont très nombreux, hein. Je ne vois pas pourquoi on a faim à Madagascar, par exemple. La population reste faible et il y a quand même beaucoup de surface. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une fatalité suivant laquelle, en moyenne, on ne sort que 2 tonnes de riz à l'hectare à Madagascar, alors qu'un peu plus loin en Afrique, dans la vallée du Nil, on en est à 8 tonnes. Donc les réserves de productivité sont énormes. Et là, c'est plutôt la désorganisation que les richesses naturelles. Donc, il est probable qu'il y a beaucoup de pays sur Terre où on va avoir du mal à manger parce qu'on ne produit pas assez pour sa population et parce que les tensions internationales risquent d'être plus fortes et parce que ils n'auront pas de dollars pour acheter de la nourriture. Venons-nous-en au chapitre suivant. Il ne suffit pas d'avoir de la production agricole. C'est une condition nécessaire, mais c'est pas du tout une condition suffisante. On peut très bien souffrir de la faim dans un pays qui exporte beaucoup de nourriture.
À l'inverse, on peut arriver à manger partout, même dans les endroits secs, même dans les endroits inondés, même dans les endroits surpeuplés. Pour que tout le monde mange, d'accord, il faut qu'il y ait de la nourriture, mais il faut de la paix sociale, il faut un État fort, il faut une excellente logistique, il faut des routes, des camions, des silos, etc. Et il faut des revenus stables, notamment pour la part de la population la plus exposée, notamment pour les mères de famille et les personnes isolées. Autrement dit, l'agriculture n'est qu'une partie du problème de l'alimentation. L'organisation sociale et la solidarité sociale est aussi fondamentale. Il faut dire que, il y a encore un siècle, les famines, c'était la faute à pas de chance. C'était la fatalité. On n'était pas bon en agriculture, on n'était pas bon en transports internationaux, etc. Et la faim, voilà, c'était le ciel qui nous l'envoyait. Bon, il y avait quand même des endroits qui se débrouillaient mieux, hein. Partout, il y avait des gouvernements forts, on stockait la nourriture stockable, pas les fruits et légumes, bien sûr, hein. On stockait les céréales pendant les années dites de vaches grasses pour pouvoir passer les années dites de vaches maigres. C'est ce qu'on a fait, ce que faisaient les empereurs de Chine, c'est ce que faisaient les pharaons égyptiens, ou alors les Romains, ils faisaient des routes pour ramener du grain vers Rome, etc. Mais bon, partout ailleurs, quand il n'y avait pas de gouvernement fort, les famines arrivaient très souvent. Alors maintenant, c'est pas du tout le cas. Maintenant, on est bon en agriculture, on est bon en transport international. Mais ça suffit pas d'envoyer des bateaux pleins de grains dans les ports. D'abord, les ports, ça va bien pour nourrir la population qui est juste à côté. Mais une bonne partie des gens qui sont faim, ils sont à 1000, 2000, 3000 kilomètres des ports. Donc, pour que la nourriture arrive tout là-bas au dernier village du Burkina Faso qui n'est pas près de la mer, il faut une chaîne logistique extrêmement efficace. Il faut des dockers et des douaniers. Il faut des camions et des routes. Il faut des silos. Et puis, il faut s'abstenir de trop spéculer. Et puis, il faut pouvoir circuler sans qu'il y ait des pillards, sans qu'il y ait des guerres civiles, sans qu'il y ait même l'armée légale, qui se sert. C'est beaucoup demandé dans un grand nombre de pays. Autrement dit, c'est très bien de débarquer du riz ou du blé, mais ça n'est pas du tout la certitude que tout le monde mangera. Or, cette absence d'État, c'est malheureusement le lot d'un grand nombre de pays. Bon, on peut citer des pays particulièrement caricaturaux là-dessus, Haïti, par exemple. Voilà, on peut toujours débarquer du grain à Port-au-Prince, on n'est pas du tout sûr que tous les Haïtiens en aient, mais même Madagascar, bon, et beaucoup d'autres. Ou bien des pays en guerre, n'en parlons pas, il y en a beaucoup. Mais, même dans les pays riches, regardons la France. Alors, plus social que les Français, tu meurs. Nous, la sécurité sociale, les allocations familiales, le chômage, les allocations handicapées, etc., etc. Et puis encore le deuxième cercle, les soupes populaires, les restos du cœur, etc. Bon. Mais écoutez, on a vu, il y a eu le confinement. Du coup, on a inventé le quoi qu'il en coûte. Allons-y, des millions de personnes qui sont obligés de rester chez eux, mais on les paye à 85% de leur salaire. Attendez, il n'y a pas beaucoup de pays du monde où on fait ça, On s'est endetté à mort pour pouvoir faire ça. Oui, mais d'abord, on a vu la logistique à l'œuvre. En mars 2020, tout d'un coup, il n'y avait plus de farine et d'œufs dans les supermarchés. Bon, on s'est aperçu que c'était un simple problème logistique. Enfin, s'il y a un pays où la farine ne manquera jamais, c'est bien la France, On produit 3 fois plus de blé qu'on en mange, donc il n'y a aucun problème. Non, mais il y avait un problème logistique. On n'avait pas assez de sachets d'1 kilo de farine, parce qu'inutile de dire que la farine dans les grandes boulangeries, dans les grandes usines, elle n'est pas livrée par sachet d'1 kilo. Donc ça a mis 15 jours, 3 semaines pour accélérer l'empaquetage de la farine. C'est la même chose pour les œufs. La France est autosuffisante en œufs. On mange à peu près 40 millions d'œufs par jour et on produit 40 millions d'œufs par jour. Mais la plupart des œufs, ils sont pas livrés par petites boîtes de 6, Et donc, tout d'un coup, au lieu de livrer les œufs par milliers ou par centaines de milliers, il a fallu produire des boîtes de carton de 6 ou 12 œufs. Donc, il y a eu une petite pénurie, non pas d'œufs, mais de boîtes. Donc, on a vu quand même que la logistique
pour l'alimentation, c'était pas rien. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais attendez, tous les Parisiens dépendent de Rungis. Rungis, c'est le plus gros marché du monde. Imaginons qu'il y a eu un cluster terrible à Rungis et qu'on était obligé de fermer le marché de Rungis pendant quelques semaines, comme on a fermé l'aéroport d'Orly, eh ben, ça aurait été beaucoup plus difficile de se nourrir à Paris. Alors, il y en a qui disent, non, mais on va se nourrir à côté, par les champs d'à côté et tout. Mais, enfin, ça concerne pas les Parisiens, hein. Attends, pour nourrir les Parisiens, il faut aller à 200, 300 km à la ronde. On peut pas nourrir les Parisiens à 20 km à la ronde, hein. Regardez, les petits poulaillers, c'est adorable, le petit poulailler, mais les Parisiens, ils ont besoin de 8 à 10 millions d'œufs par jour. C'est pas avec des petits poulaillers locaux qu'on va le faire. C'est pareil pour les légumes. Donc, on s'aperçoit que la logistique, c'est très important. Mais il n'y a pas que ça. On s'est aperçu que même dans ce pays très organisé, où l'État intervient énormément, où il y a l'essentiel du travail qui est salarié, il y a quand même énormément de petits boulots, plus ou moins légaux. Tous ces petits boulots se sont arrêtés à cause du confinement. Et puis, une bonne partie de l'aide qui consistait à dire, mes enfants sont nourris tous les midis en semaine pour pas cher dans la cantine, les cantines se sont arrêtées. Il a fallu dépenser plus pour nourrir ses enfants que quand on les envoyait à la cantine. Et puis j'étais étudiant, j'avais des petits boulots, etc., où je complétais, j'avais un boulot, je complétais, tout ça s'est arrêté. Et on a découvert que on peut avoir faim, même dans un pays aussi développé, même dans un grand pays agricole, même dans un pays très solidaire comme la France. Et on a vu se développer des queues pas possibles dans les systèmes de dernier recours. Les restaurants du cœur, les secours populaires, les secours catholiques, les banques alimentaires, etc. Au moment même où ces associations avaient du mal à s'approvisionner. Parce que pour une bonne part, ces associations s'approvisionnent dans les failles de notre agriculture moderne. Quand les restaurants sont fermés, il n'y a plus de reste dans les restaurants pour les associations. Les grossistes, pareil, etc. Donc, les queues se sont allongées, puisque les besoins sont beaucoup plus importants qu'avant, mais en France, aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays riches. Et les systèmes d'approvisionnement ont été remis en cause. Alors, on produit autant, hein. On est dans le système, par exemple, que cette année, en 2020, en France, on a dû jeter énormément de pommes de terre, parce qu'une bonne partie des pommes de terre, elles sont mangées sous forme de frites à la cantine et au restaurant. Voilà. Mais bon, on peut pas les garder, les pommes de terre. Alors, une partie, évidemment, a été donnée à travers les associations, mais enfin, on a dû jeter énormément de pommes de terre, alors que même les gens avaient faim. Donc, on s'aperçoit que l'organisation sociale et la logistique sont énormes. Or, avec les tremblements de terre qu'on va voir, on a vu celui du Covid, mais on va voir les tempêtes, les inondations, les maladies, les épidémies dues au réchauffement climatique, ça va rendre les choses plus compliquées. Donc, il n'est pas évident qu'on puisse dire la France est un pays tranquille, tout le monde mange, personne n'a faim. Actuellement, on s'aperçoit que les étudiants, heureusement qu'on leur a fait le repas à 1 € à emporter. Il y a beaucoup d'étudiants qui non seulement déprimaient, mais maigrissaient aussi. Alors bon, c'est pas la faim au sens du Sahel. Enfin, c'est une détérioration sociale qui est extrêmement préoccupante pour nos démocraties. Alors c'est clair que ce problème de nourrir la dernière mère de famille au dernier village, au fin fond du bidonville, quand il y a du chômage et qu'elle n'a pas de revenus, est un problème considérable. Mais la solution, c'est la solidarité sociale. Enfin, c'est vieux comme le monde maintenant, ça s'appelle allocation familiale. C'est ce qu'a fait par exemple le président Lula au Brésil. Il a fait un truc qui s'appelle Fin Zéro. Allons-y. Il a réinventé le tiède, il a réinventé les allocations familiales. Il a dit, je donne 40 $ par enfant tous les mois à la mère de famille. Ne jamais donner l'argent au père, c'est bien connu, à la mère de famille. Mais en plus, on le donne de façon moderne. Ah oui, parce que dans un pays corrompu, il faut faire attention au transfert d'argent liquide. Non, mais là, on a crédité la puce du téléphone portable. Une fois qu'on a crédité, on a dit, cet argent ne peut servir qu'à acheter de la nourriture. On peut pas acheter d'alcool, on peut pas acheter de télé avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes l'épicier du village.
il y a 100 gamins dans le village. Ben, vous êtes épicier, vous savez multiplier. 100 par $40, ça fait $4000. Eh ben, attendez, ben, vous faites rentrer du riz, faites rentrer du soja, vous faites rentrer un peu de blé, ben évidemment. Et puis vous n'allez pas l'acheter en Thaïlande votre riz parce que bon, vous êtes un petit épicier de village et comme en plus le gouvernement favorisait la production locale, ça a été un succès absolument phénoménal. En quelques années, ce système a permis à 20 millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté. Ils sont passés de 28% à 10% de la population. Ça réduit la malnutrition infantile de 61%, la mortalité infantile de 45% et la pauvreté de 15%. Ben, c'était quand même pas mal. C'est de la solidarité sociale qui n'est pas perdue. C'est quand même bien pour un gouvernement, même si ça coûte $40 par enfant, c'est quand même bien que tout le monde mange et que tout le monde aille à l'école. Bon, malheureusement, le président suivant, Bolsonaro, il a dit non, il n'y a aucune raison que les riches payent pour les pauvres, arrêtons. Donc évidemment, la pauvreté a recommencé très rapidement. Enfin, cette idée de dire, si on veut résoudre la faim, il faut des allocations familiales, hein, et l'approvisionnement de proximité, elle a fait son chemin. Après le Brésil, le Mexique, par exemple, l'Inde, par exemple, et puis tout d'un coup, les Nations Unies. C'est un programme fondamental qui s'appelle Faim Zéro pour les Nations Unies, pour son programme de développement, le PNUD, pour le programme alimentaire mondial, et qui disent ça marche tellement bien qu'allons-y avec ce programme Faim Zéro. Bon, finalement, les Nations Unies, ils ont 3 programmes. Hein. Ils ont le Conseil de sécurité pour essayer d'empêcher les guerres, mais ils se disent si on a faim, on se fait la guerre, donc il faut faire Faim Zéro. Et puis, si le climat se réchauffe, ça va être terrible, donc ils font le GIEC et le réchauffement de la planète. Bon, finalement, les Nations Unies, c'est la paix, la faim, le réchauffement. C'est pas si bête, hein, si on veut vivre en paix. Alors bon, ils ont même créé une utopie en disant Faim zéro en 2030. On éradique la faim en 2030. Alors, malheureusement, on en est très loin. Ah oui, malheureusement. La faim dans le monde, il faut se rendre compte que c'est une navrante stabilité. Quelle que soit la population de la planète, il y a toujours environ 800 millions de gens qui ont faim. Alors, nous en sommes à peu près à 800 millions. C'était autant en l'an 2000. C'était autant en l'an 1950. C'était autant en l'an 1900. Alors, évidemment, en 1900, ça représentait la moitié de la population, maintenant 10%. Enfin, 800 millions. Donc, le problème, maintenant, compte tenu de tout ça, c'est quand on va être 10 milliards en 2050, combien on en veut de gens qui ont faim? Est-ce qu'on va réussir à maintenir seulement à 800 millions? Mais peut-être qu'il y en aura 1,5 milliard ou 2 milliards. Et il fera pas bon vivre dans un monde où le climat se sera beaucoup détérioré à cause du réchauffement climatique et où le nombre de gens qui ont faim aura beaucoup augmenté, faisant exploser tous les systèmes de solidarité et de sécurité. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on se dit, est-ce qu'on veut produire? Est-ce qu'on veut produire autrement par d'autres méthodes qui épuisent moins les ressources de la planète et qui réchauffent moins la planète? Est-ce qu'on veut sécuriser les échanges internationaux et déjà aider les pays qui sont structurellement déficitaires à faire un effort colossal d'agriculture pour être moins déficitaires, voire autosuffisants? Et est-ce qu'on veut aider à faire plus d'États, plus de solidarité dans tous les pays pour être sûr que même dans les pays où il y a assez de nourriture, où il y a de la nourriture dans les supermarchés, les mères de famille au chômage, célibataires, ont de l'argent d'allocation familiale pour pouvoir aller acheter de la nourriture, ou bien il y a des cantines pas chères pour pouvoir nourrir leurs enfants. Donc c'est un véritable problème pour le XXIe siècle qui ne doit pas du tout être mis de côté. Est-ce que on mangera demain? Ça dépend de nous. Merci de votre attention. Beaucoup d'autres vidéos sur ma chaîne Nourrir, Manger. Au revoir.